Le temps d'une liberté, On discute du couple. et de parentalité. Et salut, chère auditorice. C'est l'heure de notre seconde tasse de thé avec Manon, avec qui on continue de parler de sexualité postpartum. Dans cette partie d'épisode, on développe un peu plus l'aspect pratico-pratique d'un retour à la sexualité. Comment on fait, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, c'est quoi les conseils, pourquoi consulter et comment ça se passe, à quoi on doit être vigilante ou vigilant, etc. Bref, on réfléchit ensemble, on donne des tips et bien sûr, on finit par les habituels recos. Et voilà, on vous laisse savourer votre thé pour finir cet épisode en compagnie de Manon et on espère que vous passerez un aussi bon moment que nous. Et donc du coup, pour aller vers une deuxième partie qui est plutôt un retour vers la sexualité, est-ce qu'on peut redéfinir c'est quoi la sexualité en fait? C'est quoi la sexualité? C'est plein de choses. Non, alors pour essayer de la borner, en fait, forcément, enfin, tu le sais bien et je vois bien justement ce côté borné. En fait, c'est des bornes larges, effectivement. La sexualité, pour moi, elle va toucher tout ce qui va englober j'allais dire la fonction sexuelle. Je suis très pertinente dans mon propos. Tout ce qui va, en tout cas, jouer. Et je le dis comme ça parce que c'est pas forcément engendré, c'est pas forcément diminué, mais en tout cas tout ce qui va jouer sur une sphère, sur un sphère érotique, c'est-à-dire qui va créer, éveiller, augmenter du désir, désir au sens large. Désir au sens large, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fantasme, ça veut dire les envies, ça veut dire des images, des sons, des sensations qui vont créer une envie d'aller, une motivation d'aller vers un acte sexuel. Et cet acte sexuel va créer une excitation, donc plus d'un point de vue physique. Et si je continue dans cette poursuite de mon excitation et de mon désir, puisque je suis éveillée au stimuli sexuel, je peux aller jusqu'à un acte sexuel qui va englober finalement tout ce qui va pouvoir procurer du plaisir sexuel. Donc tout ce qui va procurer du plaisir sexuel, on est vraiment sur quelque chose de large parce que ça peut être très bien. Allez, on commence par celui auquel tout le monde pense, peut-être la pénétration, comme ça c'est fait, et puis on va parler des trucs un peu plus intéressants, tout ce qui est pas pénétratif. Donc ça va être aussi des caresses, ça va être des caresses sur les zones génitales, sur les zones érotiques primaires, sur les zones érotiques secondaires, et puis même en fait sur les zones non érogènes. On peut avoir quand même des caresses du corps. Si elles ont pour but d'éveiller du désir sexuel, en fait, ça fait partie aussi de la sexualité. Ça peut être aussi tout ce qui est acte avec... je vais pas faire une liste exhaustive, mais ça va être tout ce qui va en tout cas éveiller un désir et entretenir un désir sexuel et une motivation à avoir du plaisir sexuel. Ouais, donc on voit que c'est très très large et qu'on n'est pas juste sur la pénétration. Loin de là. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est de se dire, après cet accouchement, donc il y a une rééducation du corps qui se passe aussi par la rééducation du périnée, qui se fait chez des sages-femmes, kinés peut-être. Ouais. C'est ça. Bon, j'ai pas trop suivi cette période. J'ai suivi de loin parce que je n'ai pas participé. Mais voilà, c'est des choses. Et donc, du coup, il y a une redécouverte et une réappropriation du corps, en fait, du coup, de la personne qui a accouché. Alors je dirais, au-delà de ça, c'est aussi une fois qu'on a fait le côté rééducation, et encore que même en l'ayant fait, c'est pas toujours évident, derrière, ça prend du temps. Mais c'est réussir à sortir de cette espèce de réappropriation médicalisée pour revenir sur une réappropriation sensuelle et érotique, en fait, qui n'est pas du tout la même.
parce que la rééducation du périnée, c'est purement médical. C'est pour éviter le prolapsus, la descente d'organes et les fuites urinaires. Sexy. Voilà. Mais du coup, alors ça sert aussi du coup dans la sexualité, mais c'est pas comme ça qu'on le travaille avec les professionnels de santé. Et donc c'est réussir à sortir du médical pour aller vers la sexualité après coup, ou en même temps, je sais pas, mais en tout cas, voilà, décorréler. Parce que si on reste que sur le médicalisé, au final, c'est difficile de retourner sur quelque chose de plus sensuel. J'avais plusieurs personnes qui m'ont parlé de ce problème-là, notamment, alors sans forcément parler d'accouchement, mais dans les personnes qui souffraient de vaginisme, qui avaient ce même souci de sortir du médical pour aller vraiment là, sur le plaisir érotique. Juste pour glisser aussi un petit truc là-dessus sur la rééducation du périnée, on va y arriver. Au-delà de ça, en fait, ce qui est intéressant aussi à faire, et c'est un truc qu'on propose après l'accouchement. Alors, en fait, au-delà de la rééducation du périnée, j'ai envie de dire, ce qui serait intéressant de faire, c'est une éducation déjà du périnée avant la grossesse, pendant la grossesse et après la grossesse, parce que ça permet aussi de diminuer, en fait, par exemple, les douleurs post-épisiotomie. Ça veut dire quoi, une éducation du périnée? C'est déjà s'approprier son périnée, en connaître l'anatomie, en connaître les sensations, en connaître les limites, les contours, les sensations du périnée. Il y a pas mal d'études là-dessus qui ont vraiment montré que plus une femme a des connaissances sur son propre périnée et sur son propre corps, qui évolue encore une fois avec effectivement la grossesse et le postpartum, moins elle va avoir de douleur post-accouchement, et notamment en cas d'épisiotomie. Donc c'est assez intéressant de souligner ça. Et au-delà de ça, on continue d'aller au-delà, on va déjà finir forcément. Juste, ça m'a fait penser que c'est vrai que d'avoir vu, découvert, senti comment fonctionnait mon périnée, parce que j'ai fait j'ai 2 grossesses, du coup 2 rééducations différentes. La première, je l'ai faite avec des images mentales. Et la deuxième, c'était avec le petit appareil là. Et en fait, avec les images mentales, je trouve que c'était vraiment super clair pour sentir les différentes parties des muscles de son périnée. Et n'empêche que maintenant, alors il m'a fallu un petit peu de temps pour vraiment mettre le truc en place. Et dans ma sexualité, ça me sert de ouf en fait, parce que pour mon partenaire ou même pour moi, le fait de savoir contracter certaines parties de mon périnée quand j'en ai bien envie, etc. Ça change pas mal de choses en termes de ressenti. Donc comme quoi, au final, quand on arrive à associer ces choses-là avec le plaisir et la sexualité, on peut découvrir encore d'autres choses dont on n'avait pas conscience avant. Tu veux dire que quand on maîtrise mieux son corps, on a une meilleure sexualité? T'as vu. Et donc, non, mais tu parlais tout à l'heure de ce qui change quand on devient parent, ce qui arrive en plus. Et ça, je trouve que ça fait partie des choses qui arrivent en plus. Dans les études que j'ai lues encore, il était dit que la reprise de la sexualité pouvait être liée notamment, pas que, mais notamment à, d'une part, la rupture ou non de l'intimité pendant la grossesse, si les couples ont continué à avoir des rapports pendant la grossesse ou pas, et à l'harmonie dans le couple, qui pouvait plus ou moins retarder ou accélérer la reprise de la sexualité. Et dans les comportements qu'on peut aller chercher pour favoriser une reprise de la sexualité, c'est évidemment, et peut-être même en tout premier, la communication. Du coup, ça me permet de rebondir. La communication. Alors, j'ai lu aussi des articles et qui disaient que ce que le partenaire pouvait aussi rechercher à travers du coup ces moments de sexualité, c'était aussi des moments justement un peu intimes et de communication sans l'enfant. Et en fait, alors ça passait à travers des fois de manière un peu maladroite, mais du coup à travers les moments sexuels. Alors que oui, du coup, on peut se donner du temps pour discuter. Peut-être que au début,
comme quand on a un emploi du temps qui est très chargé niveau professionnel et qu'il faut réussir à se dégager un temps pour pouvoir collaborer avec un collègue ou un autre, eh bien, se prendre des petits rendez-vous, même des temps assez courts, eh bien, pour pouvoir discuter de comment on se sent, comment on vit et pouvoir recréer un peu une bulle en fait de deux amants entre guillemets plus que de deux parents. Et je pense que ça paraît alors, essentiel une fois qu'on a pris de la distance par rapport aux grossesses et aux naissances. Mais quand on est dans le jus, eh ben c'est vachement compliqué. Ouais, je me permets juste de rebondir là-dessus parce que c'est hyper intéressant et je pense que je l'avais dit déjà sur la libido, mais je me permets de le répéter. En fait, déjà, ouais, plus les couples ont des rapports sexuels et plus ça entretient le désir des deux. Alors, rapport sexuel qui se passe bien, je me permets, parce que s'il y en a un qui est en souffrance, bah forcément, ça n'aide pas. Mais par contre, des rapports sexuels qui se passent bien. Et d'ailleurs, petit aparté sur mon aparté, tout à l'heure quand je définissais la sexualité, je sais pas si vous avez fait gaffe, j'ai pas parlé d'orgasme assez volontairement parce que c'est pas voilà, l'idée c'est pas d'avoir une finalité orgasmique mais d'une finalité de plaisir, une sensation plaisante, voluptueuse qui renforce l'intimité en fait et d'avoir un moment de partage, c'est ce que tu disais exactement. Et du coup le but c'est vraiment ce moment de partage et de plaisir et du coup prendre des rendez-vous alors des rendez-vous déjà de couple, c'est hyper important. Et puis des rendez-vous sexuels, en fait, ouais, c'est important et c'est même essentiel parce que le désir, je vais pas refaire tout le truc sur le désir, mais n'empêche que du fait qu'il y ait plein de choses qui modifient, quand il y a un peu moins de désir, en fait, c'est important de remettre des choses un peu cadrées parce que créer des rendez-vous, du coup, je vais me préparer à ce rendez-vous et du coup, je vais me rendre plus réceptif ou réceptive au stimuli sexuel et du coup je vais pouvoir avancer plus facilement là-dessus et recréer du désir. Oui, puis se recréer une intimité en fait aussi avec pourquoi pas, mais voilà, ça peut être du temps de massage, du temps en fait et moi je pense que le massage c'est une bonne porte d'entrée en tout cas pour pouvoir se reconnecter à l'autre et pour pouvoir on a besoin de se sentir quelle que soit la position, de se sentir désiré aussi. Et le massage, je pense que ça permet aussi de passer de repasser par cette étape-là en fait qui est importante et qui permet d'avancer comme tu disais tout à l'heure vers l'acte sexuel entre guillemets quoi. Et le massage il permet aussi une quelque part peut-être une réappropriation du corps à la fois entre les mains de son ou sa partenaire et puis pour soi aussi parce qu'on se remet à nu sans forcément parce que le massage on peut se dire qu'il du coup, il est là aussi juste pour en tant que tel sans forcément la pression de se dire derrière on fait l'amour et ça vient si ça vient et c'est juste déjà on se remet à nu totalement et on s'abandonne aussi aux mains du ou de la partenaire ou alors on prend en main le massage soi mais dans tous les cas on est dans un échange d'intimité où on est à nu et on laisse les corps se revenir l'un vers l'autre mais de manière beaucoup plus peut-être douce, tranquille, je sais pas quel est le bon terme mais enfin ouais je pense que c'est vraiment des temps qui sont des temps de séduction qui sont hyper importants ou comme ça peut être aller sur des jeux de séduction même sur le long de la journée avec des petites attentions ou des choses comme ça avant même d'arriver au massage ou préparer une ambiance spécifique avec un rendez-vous un peu romantique ou où l'enfant est couché par exemple ou on l'a fait garder s'il est un peu plus vieux ou voilà qu'on a la possibilité d'eux et on prépare je sais pas, un petit bain avec des pétales de rose ou enfin selon ce que la personne aime en fait ou pas hein. Peut-être du gros métal bien j'en sais rien non c'est pas très propre c'est la détente mais mais voilà l'idée étant là mais c'est vrai que je pense que le fait de recréer une intimité c'est passer par ces étapes là d'y aller step by step quoi. Ouais, et puis ça permet à ce que chacun sache où en est l'autre parce que c'est un rendez-vous fixé et je vais pas comme
soit je communique extrêmement bien et du coup j'arrive à communiquer avec mon partenaire ou ma partenaire, ou alors c'est parfois un peu plus compliqué, notamment que si la femme qui était enceinte, j'ai pas vécu en tant que partenaire, j'ai pas vécu ces modifications-là, donc je sais pas où elle en est. Avoir ces moments privilégiés où je sais que ça va être un moment de séduction, ça me permet de me préparer, c'est quand même vachement sympa de me laisser un peu de temps pour me préparer, ça permet à l'autre de se préparer et pas faire de faux pas où je risque de mettre de la pression, l'autre risque de mal le prendre. Idéalement, avec la communication, c'est moins le cas, mais quand même, ça permet aussi de recréer des moments safe, en fait, de séduction. Et puis avoir un temps, quand on parlait de communication, pouvoir exprimer ses besoins, et que ça soit que les besoins de chacun peuvent être entendus, que ça soit pas vécu comme une pression de se dire l'autre a un énorme besoin et je peux pas y répondre, mais juste qu'il y ait une verbalisation, ça permet aussi un relâche de soupape entre guillemets qui permet à tout le monde de mieux vivre ces moments, je pense. Et puis niveau sexualité, la sexualité elle peut évoluer aussi. Et justement, ces temps de concertation, de discussion, ça permet du coup peut-être d'aborder des sexualités, on va dire, différentes, entre guillemets, qui soient pas tournées uniquement autour de la pénétration et qui peut être très intéressante, comme les mouvements qu'on peut entendre, comme le slow sex par exemple, ou voilà, des choses qui sont qui permettent de se reconnecter, puis de redécouvrir un peu une sexualité ou la sexualité du couple, parce que pour moi il n'y a pas forcément une sexualité ou sa sexualité, vu qu'il faut être à minima en général deux pour que ça se passe. Et puis je crois aussi que les partenaires, en fait, que ce soit la personne qui a accouché comme l'autre partenaire, ont besoin d'être rassurés à la fois dans le corps pour la personne qui a porté l'enfant et a accouché, parce que le corps est profondément transformé, comme on le disait. Et donc c'est sentir que le désir est toujours là, que ça n'a pas changé, qu'on est toujours on plaît, on est toujours l'autre a toujours du désir pour nous, et pour l'autre aussi, c'est peut-être se rassurer déjà en tant que place dans le couple, en tant que partenaire, dire est-ce que moi j'ai toujours ma place auprès d'elle, ou dans notre sexualité, est-ce que mon rôle de coparent prend pas une place qui me change aussi, ou est-ce que j'arrive à cerner ses besoins, à y répondre correctement, etc. Et donc, au final, je pense que... j'ai pas vécu... Moi, j'ai pas vécu la posture de l'autre côté. Mais en tout cas, je pense qu'il y a aussi un besoin d'être assuré pour le partenaire qui n'a pas accouché. Ou la partenaire, dans les couples. Sur le corps, en fait, en plus, je voulais intervenir au début là-dessus. Sur les changements corporels lors de la grossesse et puis après en postpartum, on l'a dit, faut se réapproprier son corps qui est un peu différent. Alors souvent, on a l'image de, il y a un peu plus de bide, c'est un peu plus relâché. Mais en fait, il y a pas que ça. Nos muscles, ils ont un peu changé aussi, parce que porter un truc là de 9 kilos avec le liquide amniotique, ça change les muscles du dos, ça change les muscles des jambes aussi. Ça change la circulation veineuse. Ça veut dire quoi, ça? Ça change aussi en termes de vascularisation. C'est ce qui va donner aussi cette sensation de chaleur qu'on peut avoir donc partout dans le corps, et notamment au niveau génital. Elle va changer cette sensation de chaleur qu'on peut avoir lors de l'excitation ou ce genre de choses. Et la tension au niveau des seins aussi, on l'a dit, du fait des hormones, du fait de la vascularisation, la sensation au niveau des seins, elle va changer. Et du coup, je pense que si c'est faisable, si c'est pas trop mal vécu, c'est aussi de s'amuser de ces changements-là, de redécouvrir qu'est-ce qui a changé dans mon corps. Finalement, je deviens sensible des seins, ou je deviens sensible au niveau des jambes. Et c'est chercher avec le partenaire, qu'est-ce qui a changé? Là, c'est moins sensible, mais là, ça plaît vachement plus. Je pense qu'il y a moyen un peu de rester sur un côté ludique, qui est pour moi assez nécessaire à la sexualité.
Et est-ce que ça pourrait pas aussi être intéressant de parler du fait qu'on puisse aussi se réapproprier le corps après, mais en solo aussi. La sexualité en solo aussi, ça doit être important. Et j'imagine qu'après autant de changements, c'est bien aussi de se redécouvrir et s'apprivoiser à ce niveau-là aussi. Ouais, tout à fait. Même, j'ai envie de dire, commencer par ça. Oui. Parce que c'est plus, ouais, parce que plus on se connaît soi, plus on peut transmettre des informations à son partenaire, en fait. Sa partenaire, ouais. Ouais, j'allais dire, je pense que dans les deux cas, dans les deux grossesses, j'ai dû recommencer d'abord par moi pour justement retrouver mon corps et puis reconnaître peut-être des nouvelles limites, des nouveaux fonctionnements. Et c'était important de pouvoir m'explorer moi d'abord avant de laisser quelqu'un d'autre pouvoir partager ça en tout cas avec quelqu'un d'autre. Je pense que c'est je pense que c'est essentiel. Et puis du coup, un petit rappel, tout ce qu'on avait dit sur un peu la libido, sur le podcast précédent, les facteurs qui pouvaient impacter la libido de manière générale, se retrouvent aussi ici. Donc la charge mentale, voilà, tous les facteurs psychocognitifs qui peuvent faire en sorte que on pense à beaucoup de choses, sauf du coup au désir, à l'autre, et voilà. Eh bien, ça s'applique. Donc pouvoir faire attention en fait à cette répartition. Et on sait que dans les il y a des études qui le montrent que après le premier enfant, même chez les couples où c'est plutôt équilibré avant grossesse, le fait qu'il y ait le congé maternité par exemple qui est en place, eh bien des habitudes peuvent se prendre à l'issue de ce congé maternité, à l'issue du fait du déséquilibre, que la personne est plutôt à la maison et que l'autre retourne travailler. Et ce déséquilibre de charge peut rester et pèse fortement en fait sur aussi la libido et puis voilà sur le bien-être en fait du conjoint qui doit tout supporter, plus des fois les injonctions de bah oui en plus t'as pas envie de moi donc ça voilà, c'est des choses il faut pouvoir du coup en avoir conscience. Et tout ce qu'on a dit voilà sur l'éducation, elle est importante. En fait, s'éduquer, c'est pouvoir aussi comprendre les phénomènes qui nous arrivent ou qui vont nous arriver pour pouvoir mieux répondre en fait à à ces changements, à aux injonctions et pouvoir être dans l'épanouissement toujours. Ouais, juste là-dessus, c'est vrai que sur le rôle aussi, du coup, de la charge, un petit peu qui revient souvent à la personne qui a accouché. Je pense que dans les recos, je vous enverrai le lien, il y a un super documentaire d'Arte, comme souvent, sur la maternité. Je vais essayer de retrouver le lien et qui est assez intéressant sur le rôle du partenaire, en fait, ou de la partenaire aussi, et que on a tendance à croire que voilà, il y a un attachement particulier. Enfin, il y a un attachement particulier par la personne qui a été enceinte et qui a accouché, mais en fait, ça veut pas dire qu'il y a pas d'attachement particulier aux partenaires et aux coparents. Et c'est un documentaire qui l'explique vachement mieux que moi, donc voilà, c'était en petit aparté. Je vais vous l'envoyer le lien. Est-ce que peut-être on peut parler de des comportements qui pourraient être entre guillemets toxiques dans la reprise d'une sexualité, auquel il faudrait être vigilante de soi pour soi ou de soi pour l'autre. Je sais pas si Manon t'as des choses en tête. Tu penses à quelque chose en particulier ? Alors on a déjà parlé de la pression ou de la non-communication qui peuvent être néfastes à un retour de la sexualité. Maintenant, je sais pas s'il y a d'autres choses auxquelles on peut dont on peut prendre conscience en tout cas. Il y en a des tas. Hein. Oui, j'imagine. Mon Dieu, que choisir. C'est ce qu'on avait dit aussi sur le côté Madone ou putain, un peu ce côté dichotomie.
je dois me consacrer uniquement à mon ou mes enfants, du fait que je pense sur la sexualité, que c'est pareil que le ou la partenaire, c'est assez intéressant là-dessus aussi sur les. Alors je vais prendre dans le cas des couples hétéros, mais les dépressions postpartum chez l'homme. En fait, c'est aussi un vrai truc. Et du coup, des modifications postpartum chez les coparents, c'est un vrai truc aussi. Et ça, je pense qu'on n'en parle pas assez, que on a une vision un petit peu pas forcément toxique, mais en tout cas peu éduquée sur la question aussi du ou de la partenaire. Et il faut le prendre en charge aussi, quoi. Et je t'interromps juste 2 secondes pour rebondir là-dessus. J'ai lu là, toujours dans les études, que il y avait des constats chez les hommes, ou en tout cas partenaires à pénis, de diminution de fonction érectile qui pouvaient être en lien avec le degré traumatique de l'accouchement. Et souvent, l'impact était plus important s'il y avait une instrumentation et ou une épisiotomie pendant l'accouchement, type forceps ou des trucs comme ça. Et mais pas spécifiquement en cas de césarienne, parce que parce qu'ils sont pas là. Voilà, exactement. Mais que voilà, par contre, un aspect un peu traumatique à l'accouchement, ça pouvait entraîner des dysfonctionnements érectiles pour le partenaire. Et ça, c'est des choses dont en fait on entend encore moins parler. Déjà que le reste on n'entend pas forcément beaucoup parler, mais alors ça encore moins. Et au final je pense que, enfin j'ai pensé parce que tu parlais du postpartum chez les hommes qui existe aussi effectivement, et du coup ce genre de choses peut en faire totalement partie. Et je pense que c'est bien de pouvoir en parler et sensibiliser là-dessus. Ouais, parce que c'est du stress, quoi. Enfin, pour l'autre aussi, c'est du stress de voir sa partenaire. Enfin, j'imagine que c'est beaucoup de stress. Il faudra peut-être en parler un peu plus, mais voilà, c'est beaucoup de stress. Et s'il y a un truc que la libido et le pénis, d'autant plus, mais n'aiment pas, et les érections n'aiment pas, c'est l'anxiété. Et oui, donc juste pour revenir, oui, ça peut représenter du stress. Surtout que voilà, un accouchement, on est potentiellement à côté de ça ou son partenaire, mais de manière un peu passif. On voit la personne qu'on aime potentiellement souffrir, on sait pas. Et quand oui, on voit les instruments sortir, on peut se dire voilà. En fait, je pense qu'il y a ce côté empathie qui peut jouer, mais il y a aussi un côté où on peut le corps en fait peut de l'autre peut changer entre guillemets de fonction, et c'est-à-dire que il était le corps de l'amante en fait, de l'amant, et il passe du côté corps qui a donné la vie, médical. Et médical, et donc du coup il peut, je pense que pour certaines personnes, changer de biais et pouvoir se reconnecter. S'il n'y a pas toutes ces discussions et tout ça, ça peut être compliqué. Et puis voilà, c'est. Je pense que là-dessus, voilà, sur le sujet, ça peut en rediscuter, pouvoir se réapproprier. Et en fait, voilà, ce qu'on a dit sur les éléments qui permettraient de se reconnecter à l'autre. Et c'est important. Il est riche pour les deux. En fait, c'est pas uniquement la personne qui a accouché, qui a besoin de se reconnecter à l'autre. C'est une reconnexion des deux personnes pour recréer alors je vais dire pas un nouveau foyer ou un nouveau couple, mais il y a quand même quelque chose qui fait que il y a le avant et il y a le après. En tout cas, moi je parle pour mon expérience personnelle, j'ai l'impression qu'il y a eu il y a des vraies évolutions et des vraies reconnexions, et qui sont essentielles. Et je sais pas ce que tu en penses même, Mathieu, c'est que il y a eu, je trouve que la prise de repère et la reconnexion, enfin la reconstruction, enfin c'est pas vraiment une reconstruction, mais en tout cas l'évolution des choses est encore plus marquée avec l'arrivée du ou de la deuxième, je trouve. Enfin, en tout cas, ouais, je trouvais que c'était plus fort et plus compliqué aussi.
Ouais. Après, déjà, tu prends en charge, tu prends vachement plus cher. Hein, faut être, ouais. Après, c'est vrai qu'ils sont rapprochés, moi, j'en ai 2 qui sont assez rapprochés, mais oui, je pense que avoir un enfant, il y en a un, on est encore en supériorité numérique en termes d'adultes. Le deuxième, c'est fini. Ressenti 25. Et donc sur tous les facteurs qu'on a évoqués, sur la charge, sur la fatigue, tout ça, oui, ça impacte beaucoup plus. Et donc la reconnexion, elle met peut-être un peu plus de temps à se faire aussi, quoi. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais que la partenaire, elle pouvait craindre de se dire se mettre la pression en disant je vais pas pouvoir répondre à ses besoins, nanana, alors que je vois bien qu'il a envie, nanana. Mais en fait, dans l'autre sens, c'est pareil aussi. Le partenaire ou la partenaire dans un couple non hétéro, mais la personne qui n'a pas accouché, en tout cas, peut aussi se dire mais est-ce que je lui mets pas trop la pression, est-ce que je suis pas trop en demande, est-ce que ça va pas trop vite, etc. Donc en fait, ce que tu disais sur la reconnexion mutuelle, les craintes et les appréhensions, elles vont être pas les mêmes, mais en tout cas importantes des deux côtés, en fait. Et c'est pour ça que on revient sur le besoin de communication qui est central, mais comme d'habitude. Et je pense que, on va dire, l'étape d'après, c'est quand il y a une vraie souffrance qui se crée. L'étape d'après. En tout cas, dans le manque de reconnexion, tout ça, où ça peut créer une souffrance. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on peut venir consulter un ou une professionnelle comme toi, du coup, Manon, pour se faire accompagner. Est-ce que, je sais pas, toi, quels sont peut-être les conseils pour ces couples, à quel moment ils doivent venir te voir, et peut-être désacraliser un peu, peut-être je sais pas, une consultation, ou est-ce que je sais pas, les gens peuvent s'imaginer que si on va chez le sexologue, on va tout poser sur la table, et et les photos et les films et tout ça. Et je pense pas que ça soit le cas. Non, puis ça dépend quel type de sexologue tu es. Moi, donc, je suis psychiatre, et c'est vrai que il y a des gens, ils arrivent dans mon cabinet et ils regardent un petit peu, je vois bien qu'ils regardent un peu mon cabinet, et au bout d'un moment, ils me disent, mais du coup, est-ce que, comme vous êtes sexologue, est-ce que il va y avoir un examen médical? Non, moi, je suis psychiatre, en fait, je vais garder vos vêtements. C'est ok, quoi. Si j'estime, l'idée, c'est que moi, si j'estime qu'il y a besoin d'un examen médical, grand Dieu, je le ferai pas. Je vous dirai vers qui aller, quoi, vers une sage-femme, vers un gynéco, vers un médecin généraliste, un neurologue, en fonction. Donc déjà, ça, quand vous allez voir un sexologue, ça veut pas dire que vos fringues ils vont tomber, quoi. Ça, je pense que c'est important. D'autant plus que, alors pour le coup, je trouve que moi, dans ma formation de sexologie, on est vraiment très sensibilisé sur quand il y a un examen médical à faire, après à le préparer, quoi, à prévenir les gens, les informer, les trucs qui devraient être basico-basiques, et qui bien sûr deviennent de plus en plus en médecine, mais d'informer pourquoi je fais l'examen, de demander le consentement pour l'examen, et de checker au fur et à mesure de l'examen comment ça se passe. Donc normalement, même pour un médecin sexologue qui fait des examens médicaux, ça se passe comme ça. Donc de toute façon, c'est pas il y a un problème sexuel, allez hop, on y va et on va regarder ça. Non, ça se passe d'abord sur un temps d'échange, en fait, de ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui pose problème, parce que généralement quand on vient à consulter un sexologue, c'est qu'il y a un problème quelque part. Le problème, il est subjectif. Je veux dire, il n'y a pas de jugement à avoir sur le fait qu'il y a un problème. Si ça pose question et si ça empêche d'aller vers quelque chose qui nous plairait, ou si on est dans un truc un peu d'angoisse, ou un petit peu de colère, ou en tout cas sur un truc qui nous plaît pas, si y a un truc qui coince de manière large, en fait c'est qu'il y a un problème. Et vraiment, ça, moi je trouve que j'essaye d'insister là-dessus. C'est moi je suis pas là pour juger de la nature du problème. C'est-à-dire que le problème, ça peut être un truc qui peut sembler minime objectivement,
Mais si les gens, ils n'arrivent pas à passer outre, en fait, c'est un problème pour eux et du coup, faut l'adresser. Donc, la question de quand est-ce qu'il faut consulter, si finalement il y a effectivement cette sensation de ça coince et on a tenté des solutions et ces solutions ne fonctionnent pas, voire elles empirent le problème. Ça serait un peu dans ce moment-là, parce que de toute façon, quand on a un problème, on fait tous la même chose, on va utiliser notre bon sens. Et 80% du temps, 85-90% du temps, notre bon sens, il marche très bien. Et dans 10% des cas, ça fonctionne pas. En fait, notre bon sens, il entretient le problème. Et dans ces cas-là, si on n'arrive pas à trouver d'autres solutions, d'aller consulter. Ça veut pas dire des consultations pendant 10 ans. Hein. Ça veut dire parfois, moi ça m'arrive, hein, c'est en fait une question très précise de effectivement, est-ce que c'est normal? Beaucoup de ça, hein. Est-ce que c'est normal que je ressente des douleurs encore? Est-ce que c'est normal que j'ai pas envie? Est-ce que c'est normal que j'ai peur de toucher ma partenaire qui est accouchée? Voilà. Et en fait, c'est même de la réassurance, c'est ok, quoi. Et Manon, est-ce que la consultation, elle est forcément en couple ou on peut venir seul du coup sur une consultation? On peut venir seul. On peut venir seul, on peut venir en couple. C'est vrai que quand les gens sont en couple et qu'ils viennent seuls, se pose la question de est-ce que le partenaire est au courant, le ou la partenaire est au courant. Si il l'est pas, c'est essayer de voir pourquoi il l'est pas, parce que ça peut poser question aussi. Qu'est-ce qui empêche de dire que il y a besoin de voir une sexologue, un ou une sexologue, et dans ces cas-là, par exemple, on va peut-être plus se pencher sur une problématique de communication. Et puis, si le ou la partenaire est au courant, moi, j'aime bien demander aux gens au moins pour un rendez-vous, en fait, qu'ils viennent. Pour leur donner des infos, s'ils ont des questions, si l'autre personne a des questions, pour donner des infos. Et puis parfois, quand j'ai des tâches un petit peu à donner, à faire à la maison, que l'autre il soit au courant aussi, que ça le surprenne pas, quoi. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir passer aux recommandations. Donc du coup, Manon, toi, tu nous as parlé d'un film sur Arte. Oui, alors je le recherche. Alors, il n'y a pas de souci, on le mettra dans les recommandations écrites du podcast. Vous retrouverez ça en description. Est-ce que tu veux nous redire quelques mots dessus rapidement? C'était un documentaire sur la maternité et pas mal sur la place de la femme dans la maternité, donc de la femme enceinte. Ça interrogeait aussi le couple et le coparent et sa place et de l'affection et des liens postpartum avec l'enfant, avec vraiment ce côté de c'est pas parce que c'est la mère qui l'a porté 9 mois dans son ventre en fait que il y a un lien déjà particulier, indéfectible, unique qui est toujours présent et que vous êtes une anomalie si vous l'avez pas, c'est faux, et que ce lien-là même il peut se créer avec qu'un lien comme ça indéfectible, un lien fort en tout cas, il peut très très bien se créer avec le coparent aussi. Et c'était un petit peu le propos de ce documentaire-là. Et alors, pour renforcer ce petit propos-là, j'ai eu en préparant ce podcast un témoignage d'une femme qui était en couple lesbien où elles ont fait une PMA chacune. Et du coup, elle a vécu du coup le côté coparent et le côté parent porteur entre guillemets. Et c'est vrai qu'elle me dit non, moi j'ai pas ressenti, je me suis pas senti moins parent sur le fait que je l'ai porté ou l'autre. Et je trouvais ça, c'est vrai qu'on peut se poser la question quand on a vécu qu'un point de vue, mais le fait d'avoir vécu les deux, je trouvais ça très chouette et très riche. Donc vous allez pouvoir retrouver ça dans ce reportage. Retrouver. En tout cas, ces propos dans ce reportage-là. Du coup, je vous ai mis une vidéo de la maison de la maternelle où il y a 2 mamans qui témoignent de leur retour à la sexualité, voilà, et avec tous les freins, voilà, c'est assez riche et c'est assez complet. Il y a des questions très très pertinentes. Et puis, je vous ai mis aussi dans les recommandations le podcast de la matrescence, l'épisode hors série du décembre 2021, justement sur la sexualité postpartum, où il y a une sexologue, si je dis pas de bêtises,
qui répond à pas mal de questions qui ont été posées. C'est pareil, c'est assez complémentaire avec ce qu'on a dit ce soir, donc je vous invite à aller l'écouter. Du coup, moi, j'ai mis une petite vidéo de Clemity Jane, qui est une youtubeuse qui parle de sexualité habituellement. Donc, elle donne souvent des petits conseils autour de la sexualité. Et là, donc, dans sa dernière vidéo, refaire du sexe après avoir accouché, elle parle de son expérience personnelle, du coup, suite à sa grossesse et son accouchement, du coup, et du coup, de son retour à la sexualité. Et c'était plutôt une vidéo sympa où elle donne des petits tips et elle parle de son expérience. Et moi, je vous ai mis 2 petites refs de livres que vous l'air assez sympa. La première, c'est La vie rêvée du postpartum, confidences et vérités sur l'après-accouchement, par Anna Roy, qui est aussi chroniqueuse à la Maison des maternelles. Et le second, ça s'appelle La vérité sur le sexe après bébé, fatigue, douleur, libido, comment renouer avec son partenaire sous la couette. Et là, c'est écrit par Caroline Leroux, qui est notamment sexologue et voilà, qui a l'air de... Enfin, le livre, je l'ai parcouru un petit peu et je le trouvais assez pratico-pratique et vraiment bien clair. Moi, je trouve que pour aborder, je pense, la question voilà, de manière assez simple, j'ai bien aimé. Voilà pour moi. Alors, je me permets, j'ai juste retrouvé le nom du documentaire, mais il est introuvable. Les liens ne marchent plus. Et il est plus sur Arte, mais bon, je donne quand même le nom, et puis s'il revient, c'est le mythe de la mère parfaite. Et voilà, la sexualité dans le postpartum, c'est fini pour cette fois. On espère que vous avez apprécié l'ensemble de nos échanges et on vous invite à interagir avec nous, que ce soit en likant, en commentant ou en partageant notre podcast. Vous pouvez aussi nous mettre des petites étoiles quand c'est possible. Et d'ici là, on vous dit à dans 15 jours pour vous faire découvrir notre prochain épisode qui portera cette fois-ci sur le libertinage.